Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Ma Ligue 2. Au programme aujourd'hui, les tops et les flops de la rédaction sur cette première partie de championnat. On aura aussi l'interview de l'ancien défenseur valenciennois Baptiste Aloé, un focus sur les statistiques avec Geoffrey Von Zellogel, journaliste à Téléfoot La Chaîne, les traditionnels paris avec notre partenaire Winamax et enfin le quiz. Pour m'accompagner aujourd'hui, les trois mousquetaires de Ma Ligue 2, Dorian Vemel, Laurent Mazur et Philippe Dechter. Bonjour messieurs. Salut Alex. Salut Alex. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Bonne trêve internationale pour le coup, qui est passée assez vite en novembre, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Plus vite que la première. On a même vu un bon match de l'équipe de France. Donc ouais, en plus, ouais. Donc franchement. Assez rare pour être souligné. Ah, quand il y a N'Golo Kanté, ça change tout, hein, les gars. C'est vrai. Ouais. Ben justement, on va profiter de cette trêve internationale. C'est l'occasion de dresser un premier bilan après 10 journées de championnat disputées. Donc, je vous propose chacun votre tour de me donner votre top et votre flop de ce début de saison. Bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord avec le copain, vous pouvez lui couper la parole et l'humilier sur la place publique. N'hésitez pas. Dorian, je te propose de commencer, comme tu rigoles. Ouais, déjà, je vais préciser que c'est absolument pas mes copains. Donc, ça, c'est la première chose. Collègues, peut-être. Un petit peu plus. Non, on va commencer par le. Alors, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, top ou flop? On commence par quoi, Alex? Allez, commence par le top. Allez, le top. Le top, alors ça va pas être original du tout, mais comme on s'est un peu concerté entre nous avant, on voulait pas prendre les mêmes. Donc moi, je vais mettre la lumière évidemment sur le Paris FC, le leader de notre championnat, 25 points après 10 matchs joués. Franchement, c'est assez incroyable ce qu'il réalise en ce début de saison. Moi, j'avais été les voir jouer contre Lens en pré-saison. Et franchement, j'en parlais avec Kevin Briand, le responsable presse du club, s'il nous écoute d'ailleurs, je le salue. Et je lui disais, franchement, je sens qu'il y a vraiment un truc qui s'est créé dans votre équipe. Le recrutement, les joueurs qui arrivaient semblaient déjà super bien intégrés. Je pense à Laura, à Guy Lavogui sur ce match-là qui m'avait hyper impressionné. Namé, enfin franchement, ça sentait bon. Alors après, c'était que de la pré-saison, mais ça sentait quand même bon. Et puis non, franchement, ils ont eu tout bon pendant l'été. Le recrutement, il est quasiment parfait. Je pense qu'on ne peut pas citer une recrue qui marche pas. Sous l'impulsion de Frédéric Hébert, le directeur sportif. René Girard, avec son expérience, il chapeaute tout ça d'une main de maître et il gère très très bien son groupe. Il n'y a qu'à écouter un Florian Martin qui est plutôt remplaçant ce début de saison, mais qui est prêt à se battre sur le terrain pour René Girard, peu importe le temps de jeu, parce que voilà, René Girard, il arrive à emmener tout le monde. Et puis voilà, il y a eu peut-être quelques matchs un peu tournants où ils ont su s'accrocher. Je pense à Niort où ils sont menés 2-0 et qui sont réduits à 10 et qui font un 2-2. Je pense à Caen où ils doivent peut-être perdre 3-0 au bout de 20 minutes et finalement ils emportent 3-1. Enfin voilà, il y a plein de signes qui montrent que franchement Paris est en confiance et a toutes les cartes en main pour faire une très très belle saison. Et surtout, je vais souligner la belle qualité de jeu proposée par René Girard, qui a souvent une étiquette d'entraîneur défensif et qui, franchement, met depuis 3 pas en milieu de terrain défensif et un peu en première rampe de lancement avec sa technique soyeuse et tout. Enfin, franchement, c'est une super trouvaille et ça prouve les ambitions offensives de ce club. Donc voilà, moi, mon top, il est clairement pour le PFC. Et ton flop, du coup? Mon flop, j'enchaîne plus rapidement. Ça va être l'AC Ajaccio. On pouvait se douter que l'ACA allait avoir un peu plus de mal parce que digérer une non-montée, c'est toujours très compliqué quand on finit 3e. Ils n'ont pas pu jouer les barrages à cause du Covid, donc forcément, c'est dur de se replonger dans le quotidien Ligue 2. Je les mets en flop, même si ça va un petit peu mieux en termes de résultats. Ils sont sortis de la zone rouge juste avant la trêve, mais dans le contenu, c'est toujours pas ça. Et Olivier Pantaloni, c'est le premier à le dire. Mais c'est juste qu'ils ont exactement la même défense avec Leroy, avec Kalulu, Huard, voilà, tous ceux qui nous ont hyper bien séduit la saison dernière. Et moi, sur l'aspect défensif, déjà, je trouve que on retrouve pas la Ajaccio de la saison dernière. Je parle pas de l'aspect offensif parce qu'ils ont complètement changé leur attaque. Courté est revenu, mais très très tard dans la prépa, donc c'était un peu plus compliqué le temps que tout ça se mette en place. Mais franchement, j'attendais quand même un peu mieux de la Ajaccio. Je trouve dommage de les voir aussi bas dans le classement et j'espère juste que ça y est, la victoire à Rodez va leur redonner un peu plus de confiance et qu'ils vont se lancer après la trêve pour remonter un peu au classement. Philippe, toi de ton côté, tes tops et tes flops de ces 10 premières journées de championnat? Alors moi, mon top, c'est un entraîneur. Ça aurait pu être René Girard aussi d'ailleurs, parce qu'on l'a fait en coach du mois, parce que j'ai vraiment été très agréablement surpris par ce qu'il propose avec le Paris FC, mais c'est Sébastien Desabre.
qu'on découvre totalement cette année. Et sincèrement, moi, je suis bluffé par la qualité de son travail, la vitesse avec laquelle il a réussi à s'adapter à la Ligue 2, à fédérer son groupe avec plein de recrues, des nouveaux joueurs, des joueurs qu'on pensait pas forcément tous calibrés pour la Ligue 2. Et justement, lui, il a réussi à faire quelque chose de très cohérent avec un changement de gardien. Enfin voilà, je trouve que pour le coup, c'est vraiment un coach qui m'épate aussi dans ce qui est produit par Niort. C'est une équipe qui est vraiment agréable à voir jouer et c'est important de nos jours, surtout avec des matchs à huis clos. Bah, mine de rien, quand on voit une équipe qui joue plutôt bien au football, bah, c'est toujours plus sympa à regarder. Donc félicitations à lui, surtout qu'on sait que c'est pas toujours facile en plus à Niort ces dernières années pour les entraîneurs, que l'environnement est pas toujours évident à appréhender, qu'il y a eu des changements au niveau de la direction, au niveau de l'administration, etc., avec le départ de Les Karim Frada infrastructures sont aussi. pas ouf. En plus. Les infrastructures sont même plutôt merdiques, on va le dire honnêtement, hein, pour un club de Ligue 2. Moi, j'avais vu la salle de muscu en vrai, franchement, j'y avais pas cru, quoi. Enfin, c'était juste hallucinant, quoi. Même dans un club de National 3, je pense qu'on a mieux. Donc voilà, un grand bravo à lui et aux joueurs niortais aussi qui ont su adhérer au discours. J'espère que ça va pouvoir durer sur la longueur, parce que c'est pas non plus facile, je pense, de faire perdurer ça. Mais en tout cas, on va suivre ça de près et avec attention. Et ça m'amène à mon flop qui, pour le coup, est l'inverse opposé. Alors là, c'est un club plutôt, c'est Guingamp. Pour justement, tout ce que je vois à Niort, et ben, je ne le retrouve pas à Guingamp. Guingamp, ben, justement, je trouve que en fait, c'est triste. Ça manque d'envie, ça manque de plaisir, ça manque de passion. C'est vrai que sans le Roudourou, sans le public au Roudourou, forcément, on perd de la passion et c'est un des publics emblématiques en Ligue 2. Mais voilà, franchement, quand on regarde un match de Guingamp, et je pourrais même d'ailleurs ajouter Le Havre dans ce tableau, bah, sincèrement, on ne comprend pas, quoi. On se dit, mais putain, les mecs, vous faites chier sur le terrain, vous n'avez pas envie de proposer autre chose, vous n'avez pas envie de vous dépasser. En fait, alors ça s'explique parce que le contexte est pareil, là, hyper compliqué. Il y a eu des grands changements. Il y a eu un coach qui a été évincé très rapidement. Il y a Xavier Gravelaine qui a été mis de côté. Le contexte est compliqué. Je pense que pour Mecha Bazdarevic, c'était pas forcément facile de reprendre le club en main. Mais on sent pas non plus un électrochoc. On sent pas une envie de tout révolutionner. Et c'est d'autant plus dommage, je trouve, pour Guingamp, parce que c'est une année, on le dit depuis le début, où il y a de la place. Même si là, le Paris FC en profite largement et caracole seul en tête. Mais il y a de la place pour un club comme Guingamp, justement. C'est peut-être l'année ou jamais. Et pour le moment, ils ne sont pas du tout au rendez-vous. Donc, espérons une nouvelle fois qu'après cette trêve internationale, ça va changer. Mais c'est vrai que pour le moment, je le vois plutôt mal parti. Et Laurent, pour conclure, ton top et ton flop Ouais, de je ce vais début de saison? aller un petit peu plus vite que mes chers collègues et non amis. Merci Dodo. Alors, je vais commencer par mon flop aussi avec Amiens. Alors, Amiens, certes, c'est une équipe qui est reléguée. On le sait, chaque année, les équipes reléguées, sauf exception, ont un petit peu de mal à se remettre dans le bain. Mais là, c'est quand même déception sur déception. Lucas Elsner, on va pas refaire un tout début de saison, a été démis de ses fonctions très rapidement. Après un été à la ramasse du côté du club Picard, un recrutement sur le tard, etc. On pensait que ça pourrait repartir avec Oswald Tanchot. Il avait eu 2 victoires et puis patatras, boum boum, on est retombé dans les travers, 2 défaites de suite, un fond de jeu inexistant. Voilà, on sent pas de révolte dans cette équipe. Oswald Tanchot, avec toutes les qualités qu'il a, ne peut pas non plus faire de miracles et on attend largement plus de cette formation. Maintenant, je pense qu'elle va se battre pour le maintien au moins jusqu'au bout, en tout cas jusqu'au printemps, avant de pourquoi pas faire mieux, mais c'est une déception assez énorme de mon côté. Et puis par contre, moi je vais parler d'un top, mais je ne vais pas parler d'un club, je vais parler d'un joueur. Faut qu'on en parle peut-être pas assez en ce moment. Yoann Tousgar. Alors, Yoann Tousgar, c'est le 2e meilleur buteur en activité en Ligue 2. Et il a marqué 62 buts, si je ne me trompe pas.
Et surtout, il enchaîne là les buts match après match. On ne le verra pas le week-end prochain puisque le match de 3 à Nancy a été reporté. Mais ouais, c'est un attaquant qui n'a jamais eu la vie simple, entre guillemets. Il ne sort pas de centre de formation. Il a été formé, entre guillemets, à Grasse. Il a franchi les étapes step by step avec Amiens en Ligue 2. En national, en Ligue 2, il est arrivé sur Lens, il a terminé 3 ans de suite meilleur buteur de cette équipe de Lens en Ligue 2, en Ligue 1. Il a su rebondir après un aller-retour au Maghreb, si je ne me trompe pas, pendant quelques mois, il a su rebondir à Auxerre. Ça n'avait pas forcément bien marché, mais ensuite à Sochaux. Et là, à 3, en début de saison, il n'était pas forcément titulaire à chaque fois. Souk lui passait devant et à force de travail, à force de qualité devant le but, à force de persévérance, il a su renverser la tendance. Aujourd'hui, on se rend bien compte que voilà, Tousgar a plus de 30 ans, il est mature, il arrive à ses meilleures années et sur le terrain, il le montre. Et si 3 est deuxième, il le doit également en grande partie à son attaquant. Donc, coup de chapeau à Yoann Tousgar. C'était aussi long que nous. Pour ces... C'était aussi long que nous. Non, c'est pas vrai. Ouais, il a juste refait le CV. Ah, il a compté en plus. Ah bah, ouais, bah c'est bon. Hein. Mais en tout cas, on est tous d'accord. Enfin, je pense qu'on aurait pu échanger nos top et flop parce que finalement, on s'y retrouve plutôt bien. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec ça. Et beau CV, beau résumé du CV de Tousgar, Lolo. Bien joué. Ouais. Sans faute. Ah, mais en plus, j'ai pas de parce que quand il était sur Lens, j'avais fait une double page dans l'Avenir de l'Artois où j'étais allé chez lui. Voilà, et on avait parlé de tout sauf du foot. En fait, on avait fait un peu les portraits. Voilà, avec qu'est-ce que tu préfères faire en dehors du foot, si tu étais un poisson, si tu étais un machin. C'était bien. Non, mais c'était cool. Je serais un brochet. Jérémy. Oh là là. Bon. Allez, on conclut ces top flops sur cette excellente blague de Dorian, ce top flop qui a mis fin à votre amitié, mais qui, j'espère, va être très intéressant pour les auditeurs. Et on passe tout de suite à notre grande interview. Et on reçoit maintenant notre invité que vous connaissez bien et qui évolue désormais au Portugal, à Arouca. C'est l'ancien Valenciennois Baptiste Aloé. Salut. Bonjour à tous. Bonjour. Baptiste, déjà, on est très content de t'avoir dans ce podcast parce qu'il t'est arrivé plein de choses depuis ton départ de Valence en janvier dernier. Déjà, première question, comment se passe cette aventure au Portugal, donc à Arouca en 2e division? Pour l'instant, comme je l'ai dit, c'est une période d'adaptation que je suis en train de vivre avec différentes cultures, avec la langue à apprendre, avec une nouvelle expérience, on va dire. D'un point de vue collectif, le club est classé 5e et donc on est en course pour la montée pour jouer la montée. On est à 2 points du 3e et à 5 points du 2e. Donc on est dans une bonne phase où on enchaîne les victoires et on enchaîne les bons résultats. Pour l'instant, moi, j'essaye de faire ma place. Comme je l'ai dit, je sors d'une période où j'étais positif au Covid, donc c'est assez compliqué à vivre dans mon adaptation et ça fait partie du jeu. On essaye d'avancer et pour l'instant, ça suit son cours. Asymptomatique, t'as pas eu de problème? Non, j'ai pas eu de problème particulier. Après la fatigue sur les premiers jours, quand on apprend qu'on est positif. Avant, ça va, mais après, on est un peu fatigué. Donc, c'est un peu la fatigue sur les 2 premiers jours. Après, au bout du 3e, 4e jour, on commence à reprendre un peu le sport à la maison et petit à petit, on sent qu'on redevient fort dans notre corps. On sent qu'on a une petite faiblesse, quand même, des petites faiblesses qui se mettent en place. Mais au bout de 2-3 jours, voilà, on sent qu'on est en train de combattre le virus et que ça se met en place tout seul. Et question, Baptiste, que beaucoup de gens se posent, est-ce que c'est grâce à ton annonce sur LinkedIn que tu as trouvé ce challenge au Portugal ou ça n'a rien à voir? Non, on le saura jamais. Ça, on le saura jamais. Après, c'est un petit clin d'œil à mon pote qui m'a mis sur LinkedIn, Miguel Delcourt. Et il m'a dit pourquoi pas tenter de faire cette expérience. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien relever des challenges. Donc, j'ai
j'ai tenté. Et après, l'histoire, on ne saura jamais si c'est grâce à ça ou si c'est grâce à autre chose. Mm. L'histoire était le plus important, c'était de faire un peu parler de soi et de se remettre un peu en avant. Et comment tu as choisi ce challenge portugais du coup? Je me suis posé plusieurs questions. J'avais des propositions un peu en Inde, j'avais des propositions un peu en Roumanie, j'avais un essai en Angleterre pour être aussi honnête avec vous. Après, on arrivait dans une phase où j'ai pris beaucoup de risques dans le début du mercato, j'ai pris beaucoup de risques dans beaucoup de choses et j'ai refusé beaucoup d'offres. Et je me suis dit à un moment donné, il faut quand même se poser et prendre une décision. Voilà, j'ai senti que Arouca était vraiment intéressé par mon profil. Le coach m'a appelé, le directeur sportif. Ils ont pris un traducteur exprès pour les échanges, tout ça. Donc je me suis dit que le club me voulait vraiment. Et comme je l'ai dit encore, on est dans une phase où il y a le Covid, on est dans une phase où il y a beaucoup d'interrogations. Et voilà, ça s'est porté sur ça, et le fait que le club veut jouer la montée, bien sûr. Donc, c'est des éléments importants. Et après quelques années dans le Nord et en Belgique, je pense que tu avais besoin aussi de retrouver un peu la chaleur, non? Il y a un peu de chaleur, mais bon, je suis un peu dans les montagnes, en bas des montagnes, donc de temps en temps, il fait froid. C'est un peu frais. Mais c'est notre culture. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais un peu du groupe de la D2 portugaise. Comment est-ce que tu la juges, toi qui as bien connu justement la Ligue 2 française, si tu dois la comparer? C'est assez. J'ai pas encore assez de recul sur ça parce que ça fait que 4 matchs que je suis là et un où j'étais à la maison. Et donc, voilà. Après, je dirais que je pense que les équipes il y a beaucoup de Brésiliens et beaucoup de Portugais dans les équipes. Donc, c'est un football un peu plus tactique où on parle beaucoup de vidéos avant les entraînements sur l'adversaire. Je pense que c'est plus tactique que rugueux et c'est plus dans l'analyse de l'équipe adverse, essayer de s'adapter un peu à l'équipe adverse et savoir un peu les points forts, les points faibles parce qu'il y a beaucoup de joueurs techniques avec beaucoup de Brésiliens et c'est plus sur ça. Pour l'instant, mon analyse, elle est faite sur ça. En deuxième division portugaise, tu as aussi les réserves de Benfica ou de Porto. Je ne sais pas si avec ton club, tu les as déjà affrontés ou pas, mais c'est bien aussi de pouvoir se frotter à ces réserves-là. En France, ça n'existe pas du tout d'avoir les réserves des clubs pro. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'avoir, par exemple, les réserves de Porto et Benfica en deuxième division comme ça? C'est ça, c'est qu'il y a aussi les réserves des clubs pro. Je pense que c'est bénéfique pour nous de jouer contre les réserves et pour eux de jouer contre des joueurs un peu plus expérimentés, comme on l'a pas en France, pour se frotter directement au niveau parce que les joueurs, tous les joueurs sont des joueurs professionnels et c'est ça c'est bien pour les deux côtés parce que nous, on va jouer contre des joueurs qui tendent à être des joueurs de FC Porto, de Benfica et c'est le top niveau au Portugal. Et voilà, après, nous, on essaye aussi de faire des gros matchs contre eux pour pouvoir basculer du bon côté. Baptiste, je crois que tu avais eu des touches avec des clubs de National 1 en France cet été. Est-ce que tu aurais vu ça comme une régression, toi, justement, de redescendre, entre guillemets, en National 1 c'est pour ça aussi que tu as privilégié l'étranger. Comment tu as fait ton choix aussi par rapport à ça? Non, pas du tout. Je pense pas que ça soit une régression. Parce que c'est le plus important à certains moments de notre carrière, c'est de jouer au foot, c'est d'enchaîner les matchs et c'est reculer pour mieux sauter, comme on dit. J'avais un autre projet en tête, c'était d'avoir un titre dans ma carrière. Je savais qu'avec Beerscott, on avait vraiment un groupe très très fort. Enfin, il y avait de très très bonnes individualités. On le voit avec maintenant leurs résultats qui sont dans les 3 premiers en Jupiler League. Je savais qu'on allait faire quelque chose. Et moi, j'allais dans ce projet pour m'entraîner pendant un mois, pour côtoyer continuer ma progression avec ces joueurs et gagner un titre. À la fin de ma carrière, on retiendra le nombre de matchs joués, les titres et voilà, moi je suis quelqu'un qui aime gagner, qui aime enchaîner. Et voilà.
Si ça avait été peut-être 2 mois après la proposition de Laval, parce que c'était Laval en l'occurrence, j'aurais peut-être signé à Laval. Ouais. Mais après, on sait très bien que le foot, ça va très vite. On ne peut pas attendre. À l'instant T, c'était ma décision, c'était de gagner un titre. Gagner un titre. Et pourquoi pas derrière d'être en forme physiquement et d'avoir un mois parce que j'avais pas de club. Donc, c'était aussi ça le challenge. On s'était eu fin juin, début du mois de juillet, justement, tu étais dans cette phase de préparation à la finale, en fait, avec ton club de Beerscott. Cette finale, tu as disputé une dizaine de minutes, si je ne me trompe pas. Voilà, comment tu t'es senti sur ce match-là? Vous gagnez assez largement. J'imagine qu'à la fin, justement, au moment de savourer ce titre-là, c'est un plaisir. Voilà, quel est ton sentiment? Bah, c'est un titre. On a envie de rester sur le terrain toute la nuit. C'est des trucs on peut pas le montrer. Voilà. Et je me dis que finalement, tu es sur le terrain, tu dis mais on a réussi notre aventure. Et bon, après, moi, c'était assez compliqué parce que le lendemain ou 2 jours après, je devais partir. Mais c'est des moments où ça reste gravé. J'ai vécu 10 minutes de ce match. J'ai touché gagner un titre. Un groupe qui gagne un titre, comment ça se passe? J'étais à l'intérieur. On avait des discussions. On savait qu'on allait gagner avant le match. Enfin, il y a plein de trucs qui nous donnent de l'expérience. Et vivre cette expérience, c'était important pour moi, pour ma carrière. Et c'était important aussi de le faire et d'en tirer des bénéfices de ça. Maintenant, tu sais à quoi ça ressemble justement d'être dans un groupe qui s'apprête à disputer une finale, qui s'apprête à gagner. Tu sais comment on le vit en fait. Donc, tu pourrais éventuellement t'en servir. Voilà, c'est dans les 6 mois que j'ai vécu là-bas, enfin plus avec le mois avec le Covid. Pendant un mois où on était confinés, entre guillemets, on s'entraînait tous les jours. On faisait des visios sur Zoom, sur Skype. Le coach, il nous a envoyé des messages une fois par semaine pour nous dire certaines choses qui nous a tenus. Et c'est un ensemble en fait. C'est pas que le coach, que le groupe, c'est tout un ensemble qui a été autour, qui est important dans cette phase pour amener un groupe à monter ou à gagner un titre. Ou c'est une cohésion de groupe. Il y a plein de paramètres. Cette expérience-là, justement, tu aimerais bien la ramener peut-être après en France? Tu as une envie de rentrer en France déjà ou tu te dis je veux profiter de ça à l'étranger aussi, continuer d'apprendre? La France, c'est toujours dans un coin de ma tête. C'est toujours dans un coin de ma tête. Après, des fois, on prend des trajectoires un peu… On va chercher l'expérience, on va chercher certaines choses. Des fois, on se rend compte que ce n'est pas ce qu'on veut, ce n'est pas ce qu'on cherche. Il y a des choses que… Tant qu'on n'a pas mis le pied, on ne peut pas le savoir. Donc, pour l'instant, je suis dans une phase d'adaptation. Je me donne un peu de temps quand même parce qu'il y a la langue, il y a plusieurs choses et ça fait partie de l'adaptation. Je suis quelqu'un qui quand on va dans un groupe, on ne va pas le voir directement, mais sur le long terme, avec mon expérience, on va peut-être le voir plus sur le long terme. Donc, c'est une expérience, il faut mettre le pied et j'ai confiance en moi, et j'ai confiance en mes qualités. Au bout d'un moment, la roue, elle tournera, comme je dis. Et la fin de ton expérience à Valenciennes, qui ne s'est pas forcément très bien passée avec Olivier Guégan, t'en gardes quel souvenir? Tu dis, bon, c'est la fin de mon aventure qui devait être comme ça, ou tu es un petit peu amer et tu aurais aimé que ça se finisse autrement? Sincèrement, j'aurais aimé que ça se finisse autrement parce que, comme je le dis toujours, Valenciennes, je le porte dans mon cœur, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Des fois, on s'accroche à des choses. C'est le Nord, ça. Ouais, c'est le Nord aussi, il y a plein de choses. Mais je suis accroché à cette région, à cette ville, à Valenciennes, à l'équipe de foot, à l'histoire qu'il y a autour de cette équipe de foot avec le stade Ningesser, le stade du Hainaut, tout ce qui suit, les montées de National, Ligue 2, Ligue 1 directement, les joueurs qui étaient à l'intérieur, Oudé, j'en passe parce que j'ai joué avec, mais Mater, Saez, tout ça. Et moi, je connais l'histoire parce que quand j'étais petit, je regardais les matchs tout le temps de la Ligue 1, la Ligue 2. Et je me suis attaché à ce club en jouant là-bas. Et ça restera toujours dans
dans mon cœur et dans ma vie, quoi. Et je me rappelle la première fois quand je suis arrivé, il me disait ouais, tu vas Brère 2 fois quand tu arrives. La première fois que je suis parti parce que j'étais en prêt. À Marseille, ouais, t'étais en prêt de Marseille. Ouais, j'étais 7 mois et je me dis putain, mais c'est pas possible, j'ai pas envie de partir. Et j'avais fait un peu le tour, là, à Valenciennes, Lille, et j'avais pris des photos pour dire que quand j'aurai un enfant, je lui montrais que je suis venu là-bas. Enfin, après, je suis revenu. Alors après, c'est le foot. Et tu continues de les suivre, du coup, tu suis les matchs de VA? Toujours, je regarde les résultats. J'ai pris la chaîne Téléfoot là, pour pouvoir suivre les multi-Ligue 2, les matchs de Ligue 1 aussi. Mais je suis content pour eux parce que là, le dernier match, ça a été dur. Ça a été dur mentalement, je pense, pour eux. Mais je suis content pour qu'il faut parce qu'il mérite. On ne voit pas tout le travail qu'il fait derrière. Ouais. Et c'est un gars simple et qui mérite ce qui lui arrive parce qu'il a toujours travaillé. À un moment donné, il était un peu dans le trou, enfin pas dans le trou, mais il était un peu remplaçant, tout ça. Et il a travaillé, il a continué à travailler. Et ce qui est bien, c'est qu'il a réussi à tirer son épingle du jeu et de jouer. Et ce qu'il a fait, c'est énorme. Mais on ne s'en rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. C'est ça que je veux montrer, c'est que le travail qu'il y a derrière, c'est le plus important. On sent que tu es un vrai passionné de foot, Baptiste. Ouais, j'aime le foot. C'est ma vie. J'aime bien analyser les matchs, regarder quel joueur est important dans une équipe, quel joueur est décisif. Et voilà, enfin, j'aime vraiment le foot. À l'époque de l'OM, est-ce que tu as été coaché un peu par Bielsa du coup? Ouais, j'ai fait mes Du coup, toi qui es hyper passionné de foot comme ça, tu as dû te régaler comme jamais avec un mec comme Bielsa. Enfin, quand tu vois tout ce qu'il fait aujourd'hui à Leeds, etc. Enfin, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable parce que sincèrement, j'ai appris beaucoup de choses avec lui. J'ai appris beaucoup de choses. Et c'est comme si tu vas à l'école et que tu apprends le foot, en fait. Non, en fait, il te parle comme un professeur. D'ailleurs, les adjoints, tout ça, il appelle professeur. Donc, il est là et tout ce qu'il fait, il s'est réfléchi. Sur le coup, on se dit, mais putain, il est fou, qu'est-ce qu'il nous fait faire, tout ça. Quand il part, on ne sait pas trop comment juger le truc, mais on s'en rend compte après qu'il était important pour nous. Donc, on s'en rend compte après. Et quand tu as un petit peu de temps, du coup, tu essayes de regarder les matchs de Leeds cette saison et tu retrouves des choses qu'il t'a fait travailler, les défenseurs. Bah, il n'a pas changé sa vision des choses. Après, là, j'ai regardé sur RMC son transversal. Je crois que c'est transversal. J'ai regardé, de où il part, de ce qu'il a fait. Il n'a pas changé. C'est ça qui est beau, c'est que depuis le début, il voit les choses comme ça et il a son idée en tête et il ne la change pas. Des fois, il évolue un petit peu parce que le foot a évolué, mais il ne change pas ses idées principales. Quand on t'écoute Baptiste parler, Philippe le disait, tu as l'air passionné. En plus, tu as été à bonne école avec Bielsa. On a un peu l'impression que tu peux avoir une âme de coach peut-être après ta carrière, non? Ouais, ben je pense que je vais me tourner dans un staff. D'ailleurs, je commence à passer quelques diplômes. J'essaye de me renseigner un petit peu pour être dans un staff. Après, sincèrement, je vis l'expérience du football à l'instant présent. Ça m'apporte beaucoup d'expérience pour mon après-carrière. Je ne sais pas encore vers quoi je vais la diriger. Mais c'est important comme je suis passionné, de m'intéresser, de continuer à savoir comment évolue le foot d'une année à l'autre. Maintenant, on voit beaucoup de défense à 3, défense à 3, défense à 5. Et on voit que le football a évolué sur ça, parce que 3 ans ou 2 ans en arrière, personne jouait une défense à 3. Ouais, le premier, c'était un peu Chelsea, 3-4-3 de Conte. C'est un peu lui qui a lancé cette mode. Mais maintenant, on se rend compte que dans la défense à 3, c'est le latéral qui joue. Ouais. C'est comment on l'anime, et c'est ça qui est beau dans le football. Et puis on peut jouer à 3, on peut jouer à 5, mais finalement, c'est peut-être plus défensif, on s'en rend compte, on crée plus de déséquilibre. C'est des choses qui m'intéressent. Pour en parler En tout cas, c'est passionnant de t'écouter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce podcast. On te souhaite plein de bonnes choses au Portugal. Peut-être bientôt te revoir aussi sur les pelouses en France. En tout cas, c'était super de t'avoir. Du coup, tu as un contrat jusqu'à fin de saison, c'est ça?
Non, j'ai signé 2 ans. Tu as signé 2 ans, d'accord. Je me suis un peu stabilisé. Ouais. J'ai pas mal de risques avant. Mais ça fait partie du jeu. Après, c'est des trucs qui peuvent aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Je pense que c'est pas vous que je vais l'apprendre. Et voilà, moi, j'essaye de profiter de l'instant et de vivre de ma passion. Comme je viens, pour un peu dédramatiser, c'est nous, on peut travailler et les autres, ils peuvent pas travailler. C'est sûr. Nous, on a le Covid, il y a le Covid et on peut s'entraîner. Donc, on peut jouer au foot, on peut faire plein de choses. Même si c'est pas le même foot. Mais voilà, c'est important. En tout cas, merci encore, Baptiste, d'avoir été avec nous. Puis à bientôt, on l'espère. Merci beaucoup, Baptiste. À bientôt. À bientôt. Et on va maintenant profiter de cette trêve internationale pour faire un petit focus sur les statistiques de ce premier gros tiers du championnat. Et pour ça, on a fait appel au monsieur Stade de Téléfoot La Chaîne, qui connaît par cœur le nombre d'expected goals de chaque attaquant. C'est Geoffrey Volzenlogel. Salut Geoffrey. Salut tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation, c'est très gentil. Merci à toi d'être avec nous. Alors, on va profiter de t'avoir dans ce podcast pour que tu nous dises un petit peu, toi, les stats qui t'ont marqué en Ligue 2 depuis le début de saison. Et je crois qu'on peut commencer par une tendance que tu as remarquée dans ces 10 premières journées. C'est des équipes effectuent un très gros pressing dans le camp adverse et tu as quelques exemples à nous donner. Oui, alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais sur les dernières années, je n'ai pas l'impression que les équipes allaient si haut récupérer le ballon et allaient autant harceler l'adversaire quand le ballon était perdu. Et Niort est l'exemple parfait cette saison. Et du coup, il y a 2 indicateurs qui permettent de mesurer la qualité d'un pressing, peut-être plutôt la quantité que la qualité. C'est le nombre de ballons récupérés dans les 30 derniers mètres. Et cette saison, je vous donne les 5 premiers. C'est Clermont, Niort, Troyes, Amiens et Auxerre. Donc ça, c'est le premier indicateur. Et le deuxième indicateur, c'est les PPDA, ce qu'on appelle le nombre de passes que tu laisses faire à l'adversaire dans son propre camp avant de le récupérer. Donc plus c'est élevé, plus tu es dans ton canapé, tu laisses l'adversaire faire des passes, etc. Moins c'est élevé, plus tu vas chercher l'adversaire dans son propre camp et l'empêcher de faire des passes. Et là, surprise, on retrouve qui dans les 5 premiers? Troyes, Auxerre, Paris FC, Toulouse et Amiens. Surprise. Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais on voit des équipes qui vont beaucoup plus haut sur le terrain chercher le ballon. Moi, j'avais une question, Geoffrey, par rapport à cette statistique qui est parlante. Alors, paradoxalement, ça ne concerne pas totalement les équipes qui évoluent dans ce schéma tactique, mais est-ce que le fait qu'il y ait davantage de formation en 3-4-3, en 3-5-2, c'est vrai qu'on constate énormément cela depuis un an, est-ce que ça joue dans cette stat-là? Très franchement, je n'ai pas la réponse. Alors oui, tu vois Toulouse, qui est le leader en PPDA cette saison, qui joue à 3 derrière. Mais est-ce que Sébastien Desabre nous en parlait? Au final, c'est plus une coordination de générosité au même moment. Il faut que ça soit, alors que tu sois à 2 devant, à 3 devant, à 4 devant. Il faut que tout le monde soit en même temps sur le pressing. Donc les blocs sont plus compacts, plus performants. Apparemment, d'après ce que tu vois sur les chiffres, et c'est l'impression visuelle que tu as quand tu vois Niort, par exemple, c'est super impressionnant parce que tu as un joueur qui sort, le deuxième il sort à 2 mètres derrière, le troisième il sort et tout est coordonné vraiment à la seconde près, au poil de fesse près, et c'est impressionnant à voir, vraiment. En fait, ce qui m'étonne pas dans cette statistique-là, c'est que c'est surtout les milieux de terrain, je pense, qui impulsent ça. Niort, tu prends Kemen, Louisère, j'ai pas le troisième en tête. Jacob le fait beaucoup aussi. Ouais, souvent, il joue en 4-4-200, donc tu as Kemen, Louisère qui impulse ça. À Toulouse, c'est Spirings, De Jaeger, Koné, c'est vraiment un trio. Du coup, je suis étonné de voir Amiens là, parce que quand tu vois leurs résultats, et alors qu'Amiens va chercher trop l'adversaire, c'est quoi? C'est un manque d'efficacité offensive, du coup. Je sais pas si je te pose peut-être une colle là, tu n'as peut-être pas ces chiffres-là, mais c'est étonnant de voir qu'ils récupèrent hyper haut les ballons, mais que finalement, ils ont une des pires attaques de Ligue 2, je crois. Amiens, ils ont 6 buts marqués, c'est la pire attaque du championnat, mais tu parlais d'expected goals tout à l'heure. Toulouse, alors ça, c'est les données Y-Scout, ils ont 6 buts marqués pour 10,5 expected goals. Donc, tu parlais d'inefficacité, ils ont 4 buts et demi de moins que ce qu'ils auraient dû marquer en théorie. Donc, est-ce qu'on verra Amiens dans les mois à venir remonter un peu au classement et titiller le classement? C'est ce que disent les stats en tous les cas. Est-ce que tu peux juste repréciser ce que c'est un expected goals, peut-être pour ceux qui ne suivent pas forcément à fond les stats et qui ne comprennent pas forcément? Tu as 10 minutes devant toi? En 2 mots, si c'est possible. Rapidement. Expected goals, c'est vrai qu'il faudrait le franciser, c'est les buts attendus.
c'est les buts que devrait marquer une équipe selon l'endroit où tu es sur le terrain. Typiquement, si tu as dribblé le gardien et que tu es à 0,5 cm du but et que tu n'as plus le ballon à pousser au fond, il va être très élevé. Si tu es à 40 mètres du but, que tu tentes une frappe de ton mauvais pied, qu'il y a 10 défenseurs entre toi et le ballon, bah, ça sera quasiment nul. Et après, chaque tir est additionné et on a un score expected goals, but attendu à la fin de la rencontre. Ok, très bien. Geoffrey, moi j'ai une petite question toujours par rapport à cette statistique initiale. Est-ce que ça n'a pas été aussi favorisé par le fait qu'on a eu finalement un rythme avec pas énormément de matchs en 3 mois? On a eu 10 journées de championnat. Et est-ce que justement ça va pas être plus dur à reproduire là sur le mois qui vient où tu vas avoir 7-8 journées de championnat, ça va s'enchaîner pour certains effectifs comme Niort? Est-ce que ce sera pas plus compliqué pour eux? Mais c'est une super question parce que tu as raison. Est-ce que les 2-3 premiers matchs, ils vont pas aller chercher à fond? Et le 23 décembre, à la dernière journée, ils vont être sur les rotules, ils n'en pourront plus, ils auront un match, il fera 0 degré, il fera nuit, ça sera chiant. Et peut-être qu'il y aura moins de pressing. Après, c'est au coach. Et je pense que physiquement, les joueurs ils sont prêts pour faire face à ça. Et il y a de la rotation, tu peux faire plusieurs changements quand même. Je me dis, c'est des pros, ils savent courir 90 minutes de manière coordonnée. Et Geoffrey, tu voulais aussi nous parler de 3 et plus particulièrement d'une stat qui concerne la possession et qui est assez étonnante. 62%, 62,2% de mémoire de la possession de balles. Aucune équipe ne fait plus en France, Ligue 1 et Ligue 2 confondues. Alors le PSG, c'est 62,8%, ça se joue à 0,6 points. Mais c'est la preuve que cette année, on connaît Clermont, on connaît Auxerre, qui ont des très beaux jeux de possession. Et je conseille vraiment à tout le monde de voir 3 jouer, notamment le match à Ajaccio, la victoire à Ajaccio 4-0, qui est une démonstration absolue de jeu de possession. Et 3, cette saison, placée en 3-3-3-1, c'est une tactique un peu à la Bielsa, fait une fin de saison, là, les 3-4 derniers matchs, c'est un modèle, vraiment, et je le conseille à tout le monde. Alors, ils sont devant aussi dans les tirs cadrés, dans les occasions créées dans le jeu, dans les tirs subis. Vraiment, ils sont premiers dans quasi tous les classements possibles et imaginables. Ouais, franchement, pour aller dans ton sens, Philippe, tu seras d'accord avec moi, la première période, c'était quel match? 3 Clermont. Clermont, ouais, voilà. C'était exceptionnel. Quand tu as une équipe qui cherche à jouer comme Clermont en face, qui renie jamais ses principes, et que cette année, tu as ce 3-là, il y a vraiment une évolution, les gars. Je pense que vous serez d'accord avec moi. L'année passée, 3, c'est longtemps cherché. Et ils ont beaucoup performé en 3-5-2 avec Kouyaté, notamment, qui marchait sur l'eau, qui les a sauvés pas mal de fois. Mais là, cette année, Laurent Batles, il cherche, il l'a dit, il le répète, il cherche vraiment à avoir la possession et ça se traduit par les chiffres super intéressants de Geoffrey. Et franchement, ce 3 Clermont, c'était une opposition hyper belle et 3, la première période, c'était limite parfait, quoi. Et attention, 3 est capable encore de retomber dans quelques travers. On l'a vu contre Chambly, où finalement ils ont été incapables après ça, c'est l'efficacité. Désorganiser. Non, mais après, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu un très beau jeu pendant 20 minutes et après, ça s'est déréglé. À la fin, ils ont des énormes cases de fou. À la fin, ouais, mais sur une rencontre qu'ils maîtrisaient en fait. Et... Oui. Voilà, non, mais ils doivent la tuer, on est d'accord. Ils doivent la tuer. C'est Kwame qui avait été fabuleux contre Clermont. Enfin, moi, j'avais trouvé, je crois qu'on avait mis 8 ou 9. Enfin, moi, c'était bleu. C'est lui qui marque. C'est lui qui marque. Et il marque en plus. C'est monstrueux. Ouais. Mais justement, Philippe, tu fais transition parfaite, passe décisive, parce que j'ai demandé à Geoffrey, en préparant l'émission, de ressortir 2 joueurs qui lui ont particulièrement tapé dans l'œil depuis le début de saison. Et il y a le Troyen Rominique Kwame, il y a aussi le Grenoblois Yorick Ravet. Donc, Geoffrey, toi aussi tombé sous le charme de Kwame? C'est le match de Clermont, exactement. Celui-ci, là, il est injouable. Et depuis le début de la saison, au final, tu regardes tous les matchs de 3, c'est lui qui ressort à chaque fois. Et il y a une stat que j'ai regardée ce matin, c'est les courses progressives. Ça, c'est Wisecout qui les donne. C'est quand tu prends le ballon à un endroit et que tu le fais avancer de manière significative sur 20-30 mètres avec le ballon dans les pieds. Et Kwame est le milieu central qui domine largement ce classement. Et c'est la grande caractéristique du jeu de Kwame, c'est qu'il peut prendre le ballon à 30 mètres de son but et décider de l'amener tout seul en cassant des lignes dans le camp adverse. C'est toute proportion gardée. C'est un petit Pogba où il peut te casser des lignes et t'amener le ballon dans le camp adverse, mais tellement facilement. Et pour la petite histoire, c'est Bielsa qui l'a lancé en professionnel à Lille à l'époque, donc il y a peut-être un petit truc quand même avec lui. Honnêtement, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Paris FC qui était monstrueux là avec Mercadal. Ouais, avec Mécha. Avec Mécha, pardon. Avec Mécha, c'est Kwame. Enfin, ils avaient un milieu de terrain avec Mandouki, Kwame. C'était impressionnant. C'est clair que Kwame, c'est un top joueur Ligue 2. Il est prêté toujours? Oui, il est prêté par Lille. Je crois.
Et à voir si Troyes monte en Ligue 1 ou si Lille veut le récupérer. Lille va le récupérer, va le faire jouer, faire une plus-value et le revendre très cher. Grâce au tir de Geoffrey, là, il vient de prendre 4 000 millions. Voilà. Il y a Luis Campos qui te remercie d'ailleurs. C'est un top joueur de Ligue 2. On n'en parle pas trop, il n'est pas trop connu. Et il est gaucher en plus et il joue à droite dans le milieu de terrain de Troyes dans l'axe. Donc il y a des angles de passe. Je me régale à chaque fois. Passe D à Ajaccio d'ailleurs pour tout ce gars. Dernièrement. Passeur et buteur. Ouais. Un but, une passe D. Et après, tu avais Yorick. Tu parlais aussi de Yorick Ravet qui est un joueur qui marquait sur ce début de saison, le Grenoblois. Là, j'ai pas tant de stats à donner que ça. C'est plus un coup de cœur et encore le match contre Le Havre où il fait sa passe décisive à l'aveugle en tournant la tête. Il régale à tous les matchs. Et on a eu Insberger au cœur des clubs. Et il nous a dit, j'ai fait une semaine d'entraînement avec lui. Et je suis allé le voir, je lui ai fait, mais qu'est-ce que tu fous à Grenoble? Vraiment, il ne comprend pas comment un joueur de ce niveau-là peut jouer à Grenoble et il bonifie tous ses ballons. Il n'en perd pas un, c'est propre techniquement, c'est toujours vers l'avant. Il fait un peu le spectacle aussi, il aime bien les passes à l'aveugle, les roulettes, les petits passements de jambes. Et ça marche à tous les coups. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est dans le top 5 des meilleurs joueurs du championnat là, sur les 10 premières journées. Totalement d'accord. Enfin, moi, pour moi, c'est pareil. C'est une découverte et je le trouve fabuleux. Et c'est ce que je trouve bien avec tes stats, finalement, c'est aussi que, ça me rassure, c'est que finalement, via les stats, tu ressors les mêmes joueurs que ce qu'on voit aussi sur les matchs sans forcément faire trop attention aux données. Donc, c'est vachement intéressant aussi parce que du coup, ça confirme des fois ce qu'on voit avec l'œil. Et quand c'est confirmé par les stats, je trouve que c'est encore plus fort, justement, en termes de visu. Alors, des fois, c'est pas confirmé. Des fois, tu peux dire « Ah, celui-là, il est super fort. » Il n'y a pas de stat qui ressort. Ce n'est pas la vérité absolue. Ça permet de compléter un peu ton analyse et d'avoir une autre idée, un autre angle de vue. C'est ça. Faut pas, la stat, ce n'est pas la vérité absolue, loin de là. Bien sûr. En termes de stats, est-ce que cette année, tu es capable de dire si cette Ligue 2 est meilleure que la précédente, où elle se situe, plus spectaculaire, moins spectaculaire? Voilà, comment tu la vois? Comment tu choisis si c'est plus spectaculaire, si elle est meilleure que l'an dernier? Les buts marqués, les passes, les occasions, les expected goals, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des stats qui permettent de ressortir ça ou tout simplement non, c'est impossible au niveau stade de pouvoir dire si c'est plus spectaculaire? C'est très subjectif pour le coup. Ouais. Quelles données tu vas choisir? Il y en a qui vont te dire il y a plus de tacles, ça veut dire que c'est plus spectaculaire. Donc, après, bien sûr. Je pense que là, si le niveau, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. J'ai pas la réponse. Moi, je trouve quand même que les équipes du haut, pour le moment en tout cas, proposent plus de choses que l'année dernière, notamment où Lorient, Lens, c'était pas non plus ouf. Sincèrement, en termes de jeu, on va pas se mentir. Lorient c'était quand même pas mal, mais il y avait des trous. Franchement, là, les équipes du haut, ils proposent des choses intéressantes. Même un Sochaux par moment, c'est sympa. Tu vois, Grenoble est vraiment agréable à regarder. Voilà, Paris, Troyes, Clermont. Enfin, je trouve qu'il y a quand même plus d'équipes agréables à regarder cette année. Il y a moins d'individualité très forte, je trouve, qu'il y avait à Lorient et à Lens, et du coup des groupes plus complets, peut-être des jeux plus homogènes. Et c'est vrai que par rapport… Vas-y. Non, excuse-moi. Par rapport à la première stat que j'ai donnée là sur les ballons récupérés dans les 30 derniers mètres et les PPDA, tu retrouves toutes les équipes qu'on a citées là, les Clermont, les Troyes, les Auxerre, les Niort, les Grenoble. Alors est-ce qu'au final, à la fin de la saison, et ça c'est la vérité du classement final qui le dira, on ne retrouvera pas en haut les équipes qui empêchent l'adversaire de jouer et qui vont presser plus haut? Ça, on verra à la fin. Ouais, j'allais dire, moi, c'est pour rebondir sur ce que disait Philippe, c'est vrai que le Paris FC, voilà, René Girard a toujours eu cette étiquette d'entraîneur un peu défensif et on voit, je pense qu'à travers les chiffres notamment que tu as cité un peu Geoffrey, on voit que là, dans Paris, c'est une équipe qui joue bien au ballon déjà, qui cherche toujours à jouer au sol. Je les ai vus à Dunkerque, franchement, ça relance très peu en l'air. Et puis surtout, c'est un bloc hyper bien organisé qui va chercher l'adversaire. Et franchement, c'est impressionnant ce que fait René Girard au PSC aussi. Et puis tu as Pi 3 pas qui joue limite milieu défensif. Enfin, tu vois, placer des mecs comme ça dans le terrain, ça montre que justement René Girard a vachement évolué aussi sur cette réflexion. Et il y a du déséquilibre, moi je trouve, quand ils attaquent, ils laissent des trous derrière, mais c'est vachement sympa à regarder, quoi. Carrément.
Et les datas, d'ailleurs, Geoffrey, ça va te faire plaisir. J'ai interviewé Pablo Correa, qui est à la recherche d'un nouveau défi, et qui me disait, voilà, je lui demandais un peu quelle était son actualité depuis sa dernière expérience à Auxerre en 2019. Et il me dit, bah écoute, là, comme j'ai pas de club, eh ben, j'approfondis vachement mes connaissances sur tout ce qui est statistique data. Il me disait notamment pour recruter, quoi. Notamment pour avoir un œil plus aiguisé sur le recrutement. Quand j'aurai mon futur club, eh ben, je pourrais avoir plus de background sur les stats. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'un coach comme Pablo, qui est entre guillemets un peu de la vieille école, hein, qui coach depuis des années et des années où ça n'existait pas encore autant de data, bah, c'est ce qu'il m'a dit. Donc voilà, on voit que ça prend vraiment de plus en plus d'importance dans le foot d'aujourd'hui, quoi. Et bah, il va se retrouver à Toulouse avec Comoli, ils vont faire un tour. Voilà. Donc, c'est clair. Nouveau manager, ça va être incroyable. C'est clair. T'en penses quoi de ça, d'ailleurs, qui connaît vachement bien les stats? Justement, c'est quoi ton point de vue? Sur le recrutement via les stats, Ouais. Encore une fois, c'est la fin de la saison qui le dira. Pour l'instant, en tous les cas, en termes de stats, les Spearings, les De Jaeger, les Van Den Boomen, les Bayo, c'est efficace. Est-ce que sur le long terme, ça va marcher? Je sais que ça n'avait pas tant marché que ça à une époque à Liverpool où il l'avait fait, où il était allé chercher plein de joueurs sur les stats et ça n'avait pas marché. Faut trouver un équilibre. Après, il y a quand même un gros travail de scouting qui est fait. Ils vont voir les matchs quand c'est possible, à la vidéo, et c'est pas ah tiens, lui, c'est le leader des ballons récupérés, on va le recruter. Ça va plus loin que ça quand même, et heureusement. Ouais, après, au-delà des stats aussi, il y a aussi comment le mec s'intègre dans un vestiaire. Ça a beau être, par exemple, un néerlandais comme Spearings, et peut-être qu'il surperforme en Pays-Bas parce qu'il est chez lui, qu'il parle la langue, etc. Peut-être que le mec, en partant, ça, les stats ne peuvent pas dire. C'est toujours un petit risque à prendre, mais c'est vrai qu'à Toulouse, pour l'instant, c'est assez séduisant. Machado, notamment, je trouve intéressant sur son côté gauche aussi. Ouais. Ça Machado. Ouais. Je crois que c'est le joueur qui gagne le plus de duels et qui joue le plus de duels en Ligue 2 cette saison parmi les joueurs défensifs. Et c'est un des meilleurs centreurs, je pense. Enfin, techniquement, moi, je suis bluffé par la qualité de ses centres. J'ai pas les chiffres, mais j'ai trouvé que sur les matchs que j'ai vus, il était vraiment qualitatif au niveau des centres. Je peux regarder au niveau des centres, mais je crois pas qu'il soit dans le haut du classement. Moi, ce qui m'impressionne vraiment, et on l'avait reçu, j'avais préparé une palette sur lui, c'est son impact. C'est un joueur que tu passes pas en 1 contre 1. Il a de ses cuisses. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Et sur les centres de Machado, il est 3e défenseur, 3e joueur de Ligue 2 qui réussit plus de centres cette saison, derrière Montbry de Grenoble et ZK de Clermont. Du lourd en plus, du lourd. Ouais. Et Machado, international colombien, les gars. Ouais, très bon joueur. Bon joueur pour la Ligue 2. Franchement, c'est sa place étonnant de le voir en Ligue 2. Du coup, avec tous ces joueurs-là, Geoffrey, tous les bons joueurs que tu ressors en stats, tu vas en faire signer quand même un du côté de Strasbourg cet hiver, non? Pour essayer de les en sortir de là. Bah justement, pour éviter que ça descende. Hein. Alors après, ça oui. Où on aurait besoin d'un joueur, peut-être dans l'axe, peut-être un milieu de terrain central. Donc Kwame. peut-être un joueur qui casse des lignes, Kwame, par exemple. Ça serait bien. Bah voilà. Très bonne idée. Thierry Loret, si vous regardez le podcast. Plus qu'à voir ça avec Campos. Bon, en tout cas, Geoffrey, merci beaucoup pour cet éclairage. C'était super intéressant d'avoir ton point de vue statistique sur ce début de saison de Ligue 2. On rappelle qu'on te retrouve sur Téléfoot, la chaîne, pour parler de ce championnat de Ligue 2. Et puis, on se dit à bientôt sur maligue2.fr. Ouais, j'ajoute juste que, on en parlait tout à l'heure vite fait, mais tous les midis au cœur des clubs, c'est de midi à 14h. Tu me corrigeras, Geoffrey, mais je crois que c'est ça. Et avec la page Ligue 2, exactement, la page Ligue 2, souvent vers 13h30, et il y a toujours un ou deux joueurs en duplex, avec quand Geoffrey est là, beaucoup de stats. Il y a souvent Benjamin Nivet, par exemple, en consultant. Donc franchement, c'est souvent hyper intéressant. Et si le midi, vous avez le temps, n'hésitez pas à regarder cette émission. Franchement, elle est vraiment top. Avec Geoffrey souvent qu'on retrouve. Merci beaucoup. L'objectif de cette émission, c'est de parler des joueurs en mode détente, en étant très bienveillant, en leur parlant d'eux, de leur jeu, en parlant de foot. Vraiment, sur la Ligue 2, on parle de foot, c'est le plus important. Et c'est réussi en tout cas, parce que c'est une très bonne émission. Merci encore, Geoffrey. Et puis, merci, Geoffrey. Merci, Geoffrey. C'était un honneur. Salut. Et on passe tout de suite à notre page Paris Sportif avec notre partenaire Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Alors Philippe, sur quoi faut-il parier cette semaine ? Alors pour les paris de la semaine, on va vous faire une petite capsule dédiée ce vendredi, je pense, avec Dorian ou Laurent, on verra, on va s'organiser pour vraiment bien analyser les matchs. On va attendre qu'il y ait les groupes qui sortent et puis d'en savoir un petit peu plus sur les tests Covid, etc. Par contre, là, chez Winamax, ils ont remis en ligne 2 types de paris.
le pari sur le vainqueur de la compétition et le pari sur la montée en Ligue 1. Donc je vous donne comme ça les cotes principales. Forcément, le Paris FC est grand favori là, pour être champion avec une cote à 2,50. Donc qui est quand même relativement basse, même s'ils ont 7 points d'avance sur le premier poursuivant. Il reste encore une trentaine de journées. Je trouve que c'est un peu risqué. Alors, ceux qui aiment prendre un peu plus de risques, il y a deuxième, c'est 3, avec une cote à 8. Donc là, je trouve c'est quand même assez intéressant à jouer parce qu'il y a 7 points d'écart, certes, mais on l'a dit, il reste beaucoup de matchs. On retrouve derrière Caen et Toulouse, côté à 10, et puis Auxerre et Niort, côté à 12. Moi, il y a une cote que je trouve pas mal, mais je ne jouerai pas. Hein, c'est Clermont qui est coté à 25 et qui est l'équipe en fait dans les mieux classés qui a la cote la plus élevée. Et après, là où il y a peut-être des choses à faire, c'est sur la montée en Ligue 1. Alors le Paris FC là est seulement à 1,75. Ceci dit, honnêtement, c'est plutôt un bon pari quand même, parce que je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que là, le Paris FC, s'ils ne sont pas dans les 3, ce serait quand même, enfin en tout cas dans les 2, voire parmi les playoffables et puis qui se qualifient en playoff, ce serait vraiment bizarre. 3 arrive derrière avec 3,50, et puis ensuite on a toujours Caen et Toulouse à 4, Auxerre et Niort à 6, Sochaux et Grenoble à 7, Le Havre à 8, et ensuite on a Clermont et Valenciennes côté à 10. Donc voilà pour vous donner les cotes. On prendra peut-être, moi je trouvais que la cote de 3 qui monte en Ligue 1 à 3,50 était pas mal, mais je crois que Dorian est pas forcément d'accord avec ça, ou en tout cas tu les vois pas dans les 2, tu les vois plutôt en play-off. Bah si, ils peuvent être dans les 2, mais je sais pas, souvent 3, ils ont l'historique en Ligue 2 de finir 3e. Et pourquoi pas monter via les playoffs après derrière, parce qu'ils ont un groupe très très solide. Oui, si, à 3,50, franchement, je pense qu'il y a moyen. Pour moi, c'est une cote assez convenable et ça mérite de prendre le risque. Et si vous aimez jouer, franchement, moi j'en parlais, mais un Auxerre à 6, un Grenoble, voire un Grenoble à 7, pour la montée en Ligue 1, ça veut dire que potentiellement la deuxième place, si on considère que Paris peut-être va continuer comme ça en tête, je pense que, enfin, on le dit, c'est la saison qui est plus ouverte que jamais en Ligue 2, donc voilà, pourquoi pas miser évidemment avec une petite mise, mais pour se faire plaisir sur du long terme, franchement, je pense que le pari montée en Ligue 1 est intéressant. Ouais, il y a quelques équipes sympas dans un championnat ouvert. Voilà, Auxerre, Grenoble, même Clermont, hein, pourquoi pas, on ne sait jamais. Si Clermont à 10, ouais. À 10, franchement. C'est sympa parce que tu peux dire, ils finissent 5e, ils peuvent monter. Laurent, ouais, Alexandre, vous avez un avis vous? Ah ouais, moi je suis partant pour mettre 3 et en faisant un combiné en plus 3 montées en Ligue 1 et 3 vainqueurs, ça peut être bon ça, non? Tu peux pas combiner ce type de pari. On peut pas combiner ces deux mêmes. Ah bon bah. Trop gourmand. Mais tu peux faire un truc genre 3 champions remboursés s'ils montent en Ligue 1, tu vois, par exemple. Ouais, ça fait une cote sympa aussi. C'est vrai. Quoi. Ça prend moins de risques. On verra, mais bon, 3 pour moi. C'est une belle cote, pas trop risqué. Non, ça va. Allez, on va réfléchir encore. On vous donnera peut-être ça dans la semaine. Voilà, on se retrouve en fin de semaine pour cette petite pastille Paris avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Et on finit cette émission par le traditionnel quiz. Alors aujourd'hui, un seul thème, parce que si vous êtes bon, ça peut durer un petit moment, et je ne doute pas que vous serez bon. Vous n'êtes pas sans savoir, messieurs, que samedi, il y a le derby normand entre Le Havre et Caen. Donc, chacun votre tour. Vous allez me citer un joueur ayant participé au dernier derby Le Havre-Caen en Ligue 2. C'est il n'y a pas si longtemps. C'est le 7 février dernier, un partout. Il y a en tout 28 réponses possibles, puisque j'accepterai les 11 titulaires et les 6 entrants. Donc, si tout le monde a compris, on peut commencer. Dorian, tu es le vainqueur de la semaine dernière. Donc, tu as on a un joker ou pas? Pas de joker. Si vous calez, vous êtes éliminé. Les coachs okay. Et les coachs, non. J'ai peur. J'ai peur que le mec que je vais citer soit absent au cas où. Enfin, tu vois. Putain, en plus. Jamal Thiaré était là. C'est bon. Philippe. Jean-Pascal Fontaine. Jean-Pascal Fontaine n'est pas titulaire. Non, mais il est rentré. Et n'est pas remplaçant non plus. Allez, ça commence bien. Non, il y en a un autre de risque aussi. Moi, je dirais Mathieu Gorgelin, forcément. Mathieu Gorgelin, c'est bon. Ah ouais. Dorian, à toi. Il y en a 28. Ouais, non, mais c'est parce que mais le problème, c'est que je me souviens un peu du match. Et Prince Onyangé. Prince Onyangé, qui est buteur à la 89e minute. Ouais, c'est bon. Rémi Rioux.
Rémi Rioux, c'est bon. Dorian. Jonathan Rivierez. Rivieres, c'est bon. Bétier. Betché, c'est bon. Quel duel. Anthony C'est un Weber. western. Anthony Weber. Weber, c'est bon. Dina Ebimbe. Dina Ebimbe. Dina Ebimbe qui rentre à la 88e minute. Tu vois, pour 2 minutes, c'est bon. Il le savait, il le savait. Il le savait, évidemment. Évidemment qu'il le savait. Je vais continuer sur les canets, je pense que je suis plus inspiré. Jesse Deminguet. Deminguet, c'est bon. Je ne sais pas s'il avait joué, mais du coup, je vais rester du côté du Havre avec Umut Meras. C'est bon. Zadi Seri. Zadi Seri. Seri. Il était blessé, je crois, non? T'es blessé? Je ne sais pas, mais je crois que l'hiver dernier, il était. Non? Zadi Seri, ce n'est pas bon. Laurent, non. une bonne réponse, tu as gagné le quiz. Il faut que je donne encore une bonne pour réponse. valider le. Putain, joué qui une a fois de joué, moins, qui n'a donc. pas joué? Ouais, mais attends, juste par rapport à qui a joué, qui n'avait pas joué, est-ce qu'Alexandre Bonnet, ça a été donné ou pas? Ça n'a pas été donné. Alexandre Bonnet, ce n'a pas été donné. Et c'est bon. Numéro 10. Il fallait surtout pas dire Tino Kadewere. Ah ouais, c'est ça. Non, il En fait, fallait pas le dire. Le premier que j'allais dire, c'était ça. Et je me suis dit, ah non, je sais qu'il était blessé pendant un moment début d'année. Il s'est blessé face à Lens, en fait. Ouais, c'était au mois de janvier. Et tu vois, Zadi Seri, je pensais qu'il était revenu. Je sais qu'il était blessé. Non, c'était Gioacchini, Jeannot devant. En plus, Gioacchini, je l'avais. Je pensais qu'il y avait. Fontaine, il foutait quoi là? Il était où, Fontaine? Il devait être blessé. Il y avait Badé, Basque. Ah, Badé. Oui, Badé. Ersoy, Mayembo, Abdelli. En fait, la défense du Havre, j'avais trop peur parce que. Jordan Tell et Chokunte. Ah oui, Jordan Tell. Tell, Incroyable. Et Chokunte, ouais, Chokunte. Et cartonné, Chokunte, il a marqué à Lens. Ouais. Voilà, Ouais, victoire. Qu'est-ce qui marque pour le Havre? Cartonné, peut-être. Pour le Havre, c'est Thiaré sur penalty. Ouais, c'était Thiaré, ouais. Ouais, c'est ça, j'ai deux le buteurs. buteur. Thiaré, 33e sur penalty et Onyangé. Je sens que c'était Onyangé qui est sur une touche qui égalise dans la pour surface. Caen. Moi, je me souviens que Ebimbe était rentré à la 88e. Ouais, bien sûr. Ça fait marquer. Ouais. Il avait précipité le but de Caen. C'est clair. Et en tout cas, Laurent reprend son bien Bravo. puisqu'il triomphe au quiz après la victoire de Dorian la semaine dernière. Messieurs, il me reste à vous remercier pour ce podcast. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, toute l'actu de la Ligue 2 est sur maligue2.fr et bien sûr la nouvelle appli à télécharger. Salut à tous. Salut. Salut. Merci Alex.